travaille dans le milieu agricole. Euh, j'ai mes abeilles, je fais du miel, comme mon grand-père faisait à l'époque. Je suppose, hein, j'ai pas analysé, mais c'est grâce à ça que j'ai survécu. Bonjour à tous, je suis Patrice Marcadet. Vous écoutez Et maintenant le troisième épisode du portrait de John Brondy, John le butineur. Nous avons suivi John dans ses pérégrinations en Pologne avec ses amis. Dans ce dernier épisode, John nous confie ce qu'il a en main maintenant pour imaginer, inventer, affronter la suite de son histoire. Quand ma mère s'est échappée avec ses deux enfants, elle est allée vivre chez ses propres parents à elle, dans un petit village à Aigrefeuille, dans une petite maison dans la campagne. Mes grands-parents étaient ouvriers, mais ils avaient un grand jardin. On faisait le jardin, on mangeait de la confiture, on cueillait les fruits, on allait glaner le maïs, le tournesol dans les champs autour. Et il y avait un vrai contact avec la nature, avec l'environnement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été coupé net euh, 3 ans après, peut-être 3, 4 ans après, quand ma mère a de nouveau déménagé pour aller s'installer dans un HLM à Poitiers. Et là, j'ai été coupé de tout environnement vivant. Et c'est probablement cette nostalgie de ma petite enfance, de l'âge de 2 ans à 6 ans. Et ça a eu le temps de germer en moi. Et puis, cette coupure, finalement, qui a provoqué une grande dépression en moi, hein, je le sais. Hein. Euh, Très jeune enfant, j'étais dépressif, j'étais très fragile, j'étais pas bien. Hein. En plus, je manquais complètement de virilité. Du coup, dès que je rentrais dans la moindre boulangerie, on m'appelait mademoiselle. Donc j'étais tout le temps en train de dire mais non, mais je suis un garçon. Enfin bref, j'ai eu une enfance très compliquée. J'énervais tout le monde. Enfin bref, c'était pas drôle du tout. Et finalement, donc, c'est cette coupure qui a fait que quand je me suis retrouvé dehors et que j'ai été de nouveau en contact avec l'écosystème, la nature, le monde vivant, le monde végétal, animal, euh, ben, il y a de la sève qui est revenue en moi, quoi. Et aujourd'hui, je me retrouve encore là, parce qu'aujourd'hui, je travaille dans le milieu agricole, euh, j'ai mes abeilles, je fais du miel, euh, comme mon grand-père faisait à l'époque. Il arrivait quand on était petit avec des seaux de miel et on mettait les doigts dedans et je me souviens des sensations du goût, de l'odeur, de l'enfumoir, de mon grand-père habillé en cosmonaute, etc. Et ça, ce, cet âge d'or, en fait, que j'ai vécu de 2 à 6 ans, il est resté tellement ancré en moi que c'est grâce à ça que j'ai survécu. Après, c'était pas un milieu idéal non plus, hein, mais je l'ai idéalisé. J'ai essayé hein, de revenir habiter chez mon grand-père, ça s'est très mal passé. L'année du bac, ça s'est mal passé. Mais comme quoi les mains se tendent et ne font pas que se tendre. Et c'était plus non plus le monde que j'attendais. Oui, bien sûr. Moi, j'avais grandi et la coquille, l'oisillon ne peut plus rentrer dans sa coquille. C'est ça. C'est ça. Ouais, tout à fait. Et j'ai mis un temps fou à le comprendre.
c'était vraiment impossible d'imaginer, pour moi, que je puisse posséder un jour ma propre maison, par exemple, euh, avoir des diplômes. Je me suis aperçu, en fait, au fur et à mesure que c'était possible, et du coup, je me suis quand même inscrit à Langso en habitant à Cracovie, parce que je me suis rendu compte que j'étais capable d'apprendre. Donc, Catel, qui était plus intelligente que moi, a fait la démarche plus tôt, et je me suis aperçu qu'elle elle passait d'une année à l'autre. Donc, je me suis inscrit à mon tour, et j'ai bénéficié des cours qu'elle avait pris l'année précédente pour, euh, pour m'aider à apprendre. Et ça a fonctionné, ça a fonctionné. On s'est réinscrit à l'école. J'ai travaillé ensuite ailleurs parce que on a habité Gdansk ensuite à mon retour, et puis Cracovie, où j'ai rencontré ma femme, enfin celle qui allait devenir ma femme. Et, puis l'histoire a continué. On y a habité plusieurs années en fait. Donc je sais pas, le voyage il continue en fait depuis. Il ne s'est pas arrêté. On était habitant là-bas, on revenait faire la saison en France pour, dans l'espoir en fait de faire suffisamment d'argent pour peut-être un jour s'acheter quelque chose là-bas. Et puis c'est jamais arrivé parce que en Pologne les prix augmentaient tellement d'année en année qu'on n'a jamais rien pu s'acheter. Mais finalement on a fait notre vie ici, contre toute attente. Même pour moi qui savais rien faire, j'avais appris à trouver du boulot en 5 minutes. Il suffisait en fait d'aller voir tous les commerces d'une rue, par exemple, ou d'un village, et de demander si quelqu'un cherchait pas quelqu'un pour travailler. Et au bout d'une heure, j'avais du travail en général. C'était extrêmement facile. Et ça l'est toujours, hein. Ça l'est toujours parce que je continue à faire cet exercice régulièrement. Alors, il faut pas être trop fier. Et puis, il faut accepter de faire n'importe quoi. Et ça, faire n'importe quoi, croyez-moi, je sais faire. Donc, ah ouais, on est capable de tout quand on sait faire n'importe quoi. Visiblement, je savais rien faire. Je savais rien faire de mes mains. En plus, j'étais pas doué. Euh, J'étais extrêmement maladroit. Je suis dyslexique. Euh, du coup, il a fallu que je compense tous mes petits défauts et que j'apprenne à faire d'autres choses. Donc, j'ai appris à être un vendeur, par exemple. Je- J'étais un très bon vendeur. J'ai vendu de tout. Je suis passé enfin, tous les produits les plus communs, en tout cas, je les ai vendus. Après, des choses plus grosses, des maisons, des voitures, j'en étais incapable parce que ça m'aurait procuré trop d'émotions et finalement, je crois que je suis un émotif. Et déjà, rien que de vendre une baguette de pain ou un jouet, ça me procurait un tel plaisir que j'avais pas besoin d'aller chercher vraiment plus loin ou de faire des chiffres extraordinaires. Et je le fais encore, je sais m'adresser aux bonnes personnes d'instinct, je sais aller vers les autres. Ça, c'est un truc que j'ai toujours et je le fais encore par jeu. C'est-à-dire que quand je vais en vacances, moi, je vais pas au Club Med ou dans un hôtel ou je ne sais pas. Euh, En général, je prends un billet de train et je vais dans une ville où je connais au moins une personne. Et puis, euh, je vais voir les gens dans la rue. Ça m'arrive, hein, je vous assure. Et j'essaye de voir les gens qui ont l'air le plus sympas. Et je leur demande ma route. Juste ma route, en général. Alors là, c'est vrai qu'avec le GPS, maintenant, on a l'air un peu encore plus bizarre. Mais je leur demande juste si je suis dans la bonne direction pour aller à tel endroit. Et en général, je sais très bien que je suis dans la bonne direction et qu'ils vont dans la même direction que moi. Donc ça me permet de créer l'opportunité de discuter 5 minutes avec les gens. Et c'est un régal.
C'est un régal parce que on crée des amitiés comme ça. On crée des amitiés euh, presque éternelles, hein. Je connais, je reconnais encore des gens et euh, j'ai passé des soirées, des nuits avec des gens que j'avais rencontrés comme ça, quoi. Euh, Hommes, femmes, même combat, hein. On se retrouve il suffit de se parler, de se la rencontre, la rencontre, la rencontre existe. Et une fois qu'elle est là, tout peut arriver. Et souvent, c'est magnifique. C'est juste, c'est super. Euh, les gens attendent que ça. Souvent, les gens n'attendent que ça. Bien sûr. Ils n'attendent enfin bon, les gens qui sont disponibles. Il suffit de voir qu'une personne, est-ce que cette personne est disponible, est-ce que cette personne a besoin d'être rencontrée. Et si elle l'est, c'est un régal. C'est un régal. Mais ça m'est arrivé à Lyon, à Londres, à Stockholm, à Cracovie. Moi, j'ai jamais passé les frontières de l'Europe, hein. Mais dans toutes les villes européennes où j'ai pu aller, je me suis amusé à ce genre d'exercice. Et c'est toujours chouette. Mais il se trouve que la femme que j'ai rencontrée, euh, c'est quelqu'un d'atypique. Et, et doué d'une plus grande souplesse qu'on aurait pu le croire au départ. Euh, Moi qui me croyais souple à l'époque et, euh, et libre, en fait j'étais en proie à des démons, à des fantômes. J'étais instable effectivement. Je le suis sûrement encore. Mais, euh, mais elle m'a beaucoup apaisé. Euh, Elle a réussi à me canaliser, à me faire toucher terre, sans me blesser euh, et sans me tuer. Et finalement, il se trouve que je me suis marié à 22 ans. C'était l'âge auquel je pensais mourir. Je me suis marié avec elle, je suis encore marié avec elle. Et le voyage a continué d'une façon différente avec elle. Complètement différente. Ma vie d'homme, en fait, a commencé après mon mariage, mais, ma vie réelle a commencé au moment de mon voyage, du commencement de mon voyage. Donc il y a eu ce laps de temps là, c'est euh, quelques 4 années à peu près, entre le moment où je suis parti de chez ma mère en stop et le moment où je me suis marié, qui ont été des années fantastiques dans le sens où elles étaient quasiment irréelles et en tout cas loin de la réalité du commun des mortels, hein. Je vivais dans un monde vraiment fantastique parce que j'étais persuadé que la plupart des gens étaient des personnages de contes ou des personnages d'une mythologie inventée. Et, j'expliquais tout par des phénomènes irrationnels. J'étais un peu dans un trip chamanique. Euh, mais c'était poétique. C'était plus poétique qu'autre chose, hein. On pourrait imaginer d'autres façons de raconter ce voyage, qui seront tout à fait aussi réelles ou aussi irréelles que ce que je viens de raconter. Parce que ce que je viens de vous raconter, quand j'en parle devant Catel et devant David, par exemple, Catel, je suis en contact permanent avec elle, elle me dit toujours que c'est complètement faux et que ma version est... Ça s'est pas passé comme ça ça. s'est pas du tout passé comme ça. Et elle me raconte sa version que je ne reconnais pas du tout. Donc je ne sais pas qui de nous deux a raison, qui a tort. Je pense que nos mémoires en fait ont manipulé tout ça.
Et, euh, et finalement, on s'en fout. Tout ce que tu as affronté. Absolument, j'avais gardé un jardin en fait en moi. Ouais. Voilà. Et ce jardin-là, à tout moment, en fait, même quand j'étais en haut de mon HLM, je pouvais retrouver en Ouais. fait. Et c'est ce jardin qui m'a sauvé en fait, Ouais. j'en suis sûr. Ah ouais. Même après. Et ce jardin était resté pour moi tellement idéal que j'étais jusqu'à encore très peu de temps, hein, j'ai 50 ans bientôt, euh, j'étais persuadé que le monde de l'agriculture, le monde des abeilles, tout ça, c'était pas possible pour moi. C'était idéal, mais ça ne m'était pas accessible en réalité parce que, parce que la réalité c'est autre chose déjà. Et que moi j'habite en ville, donc tout ça est impossible. Et finalement, il a fallu que j'atteigne cet âge quand même avancé pour me rebeller et me dire que mais si, bien sûr, c'est possible. C'est possible de recommencer à rechercher, à retravailler et à faire émerger les ruines de ce jardin mythologique et tu vois, de me mettre à l'apiculture alors que je m'étais pas je m'étais éloigné de tout ça et de me remettre à travailler dans un jardin voilà, je retrouve en fait la terre de mes ancêtres parce qu'en fait tout est lié, mais là je me retrouve à travailler dans le village même de mon vrai père par un pur hasard, et je suis arrivé le lendemain de la mort de ma mère dans ce village là. Enfin c'est très étonnant, mais voilà, C'est fabuleux. c'est fabuleux. Et je sais que j'ai quelque chose à y faire. J'ai passé mon hiver là à couper des choux en plein vent et à arracher des poireaux. Euh, Tu vois, j'ai survécu à ça, et ça m'a redonné de la force et de l'énergie, et c'est bon, quoi. C'est bon. Alors que, bon, évidemment, je gagne pas ma vie financièrement avec ça. Mais c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que je me retrouve à puiser mon énergie de la terre de mes ancêtres, comme disaient les Indiens. C'est ce qu'on appelle bêtement retrouver ses racines. Absolument, complètement. C'est exactement ce que je vis. Bon, mais restons là-dessus, je trouve que c'est très bien. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal ça. Avant de nous quitter, je tiens à vous remercier pour votre attention. 18 minutes de temps de cerveau disponible consacrés à l'écoute de ce podcast, à l'écoute de John. C'est un beau cadeau que vous nous avez fait. Un grand merci à John pour son authenticité, son talent et son engagement dans ce projet. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous avez aimé.